Ben, si on sort un seau dans son jardin sous une grosse averse pour récupérer l'eau de pluie qui tombe du ciel, à qui appartient cette eau? Spontanément, on a tous l'instinct de se dire qu'elle est à nous. Ouais, C'est ça, elle tombe dans notre seau, sur notre propriété, mais selon une législation environnementale marocaine majeure de 2016 sur laquelle on se penche aujourd'hui, ben, cette intuition est complètement fausse. ah oui, totalement fausse. Cette eau de pluie, comme celle des fleuves ou des nappes souterraines, elle appartient à l'État, en fait. Et il y a même une force de police spécialisée dont l'unique mission, c'est de s'assurer qu'on respecte ce principe. Ouais, c'est vraiment le contraste absolu avec notre quotidien. Ouvrir un robinet, ça nous donne une impression de magie instantanée. L'eau coule, elle semble illimitée. On oublie la machinerie colossale qu'il y a derrière, quoi. Exactement. Et dès qu'on plonge dans le droit de l'environnement, on découvre une architecture juridique qui est pensée pour éviter l'effondrement pur et simple de la société face au stress hydrique. Du coup, l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ce texte législatif dense, la loi 3615 sur l'eau, et de le décortiquer. Tout à fait. C'est un texte de plus de 20 pages, assez brut. Voilà. Et on va essayer de traduire ces concepts de manière super simple. Pour un étudiant en droit ou en sciences de l'environnement, ce texte, c'est pas juste de la paperasse, c'est littéralement un manuel de survie. C'est un super point de départ. Et pour bien comprendre ce manuel, il faut commencer par sa philosophie de base. À qui appartient l'or bleu, en gros? C'est ça. L'article 4 pose une règle massive. Il définit le domaine public hydraulique avec 3 adjectifs hyper stricts. L'eau est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. C'est des mots qui pèsent lourd. Pour un étudiant, ça sonne vraiment comme un bouclier de protection. J'aime bien utiliser une métaphore, celle de la bibliothèque universitaire. Ah oui, l'eau comme un livre de la bibliothèque. Je vois très bien. Voilà, l'eau, c'est ce manuscrit rarissime. On a le droit de le consulter dans la salle de lecture, de l'utiliser pour faire son exposé, mais l'inaliénabilité, ça veut dire qu'on ne pourra jamais le revendre à un pote. Et l'insaisissabilité, ça garantit qu'aucun créancier ne pourra venir te confisquer ce livre pour rembourser une de tes dettes. Exactement. Et le dernier, imprescriptible, c'est l'idée que, même si on cache le manuscrit sous son lit pendant 10 ou 40 ans, le temps qui passe ne nous en donnera jamais la propriété. Il sera toujours à la bibliothèque. Et dans cette métaphore, l'État joue le rôle du bibliothécaire en chef, en fait. Il ne cherche pas à faire du profit comme un propriétaire classique, il agit comme un gardien souverain. Son but, c'est de garantir l'accès à tous. Mais attends, une loi aussi radicale, qui centralise tout, ça doit clasher avec la réalité du terrain, non? Ah bah ça frotte énormément, oui. Le droit moderne n'atterrit pas sur un territoire vierge. Au Maroc, on a des systèmes d'irrigation traditionnels extrêmement anciens. Des canaux qui datent de plusieurs siècles, gérés par des coutumes entre les villages. Exactement. L'État peut pas juste débarquer avec des bulldozers pour confisquer un canal qui fait vivre une vallée depuis le XIIe siècle. Ça provoquerait une révolte agraire instantanée. Donc, comment ces droits historiques survivent dans un système aussi strict? Bah, le législateur a choisi une approche d'intégration. Les usagers historiques ne sont pas dépossédés. La manœuvre, c'est de forcer la transition de la coutume orale vers le droit écrit. D'accord, on fige la pratique pour l'encadrer. C'est ça. On recense ces droits pour les aligner sur les plans modernes, sans déchirer le tissu social. On respecte l'histoire, mais on met à jour l'administratif. Et si on reprend la métaphore de la bibliothèque, que se passe-t-il si un étudiant commence à arracher les pages ou à renverser du café sur le livre? Là, on entre dans un autre principe fondamental de la loi, le principe du pollueur-payeur. En théorie, ça paraît logique. Mais en pratique, ça veut dire forcer une énorme usine chimique à sortir le carnet de chèques pour une pollution qu'elle faisait gratuitement avant. C'est un changement de paradigme total. Historiquement, polluer, c'était vu comme une externalité gratuite. L'entreprise faisait fonds profit et les citoyens payaient les pots cassés au niveau sanitaire, c'est ça? Voilà. En gravant le pollueur-payeur dans le marbre, la loi oblige ces acteurs à payer la dépollution. Ça devient un mécanisme dissuasif pour qu'ils construisent leur propre station d'épuration. Le principe est limpide, celui qui salit paye. Mais du coup, puisque personne ne possède vraiment l'eau, comment on fait pour obtenir légalement le droit de l'utiliser? Ça nous amène au chapitre 3, qui met en place le système des permis. Il y a 2 régimes très distincts, les autorisations et les concessions. Si on fait un parallèle avec les transports, une autorisation, c'est comme louer une trottinette en libre service pour quelques heures. C'est une super image. C'est pour des prélèvements limités, genre creuser un petit puits domestique. La procédure est encadrée mais allégée. Et la concession alors? C'est le contrat de leasing sur 5 ans pour une flotte de camions avec un gros cahier des charges? Ouais, sauf que pour l'eau, la concession peut durer jusqu'à 30 ans.
C'est pour des usages industriels lourds, l'hydroélectricité ou la mise en bouteille d'eau minérale. 30 ans, c'est énorme. Pourquoi une durée aussi longue? Parce qu'on parle d'infrastructures qui coûtent des centaines de millions. Aucun privé ne va couler du béton s'il n'a pas le temps d'amortir son capital. Mais ça exige des études d'impact colossales, j'imagine. Ah oui, le parcours est hyper strict. Et le risque, comme tu t'en doutes, c'est la bureaucratie étouffante. Bah oui, si le petit agriculteur et la multinationale envoient tout au même ministère à la capitale, le système va imploser sous la paperasse. C'est le piège classique. Et pour l'éviter, la loi confie ça aux agences de bassins hydrauliques. Les fameuses agences de bassin. C'est un concept fascinant pour un étudiant en gouvernance, parce que leur territoire ne suit pas les frontières politiques, non? Exactement. Elles ne respectent pas les limites des provinces. Leur juridiction épouse la topographie naturelle. Un bassin versant, en gros. Tout le territoire où l'eau glisse vers le même fleuve. Voilà, parce que la nature se fiche complètement de savoir si la rivière traverse la frontière entre deux communes. C'est tellement logique. Si une ferme pompe tout en haut de la montagne, la ville à 100 km en aval n'a plus rien, même s'ils ont deux maires différents. C'est pour ça que la gestion par bassin est vitale. L'agence arbitre entre l'amont et l'aval pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la nappe. Elle joue les équilibristes. Mais tout ce beau système de permis, il repose sur une hypothèse majeure, le fait qu'il y ait de l'eau à répartir. Ah, la question fatidique du manque d'eau. Bah oui, gérer l'abondance, c'est bien, mais que prévoit la loi quand la pluie disparaît à cause du changement climatique? Le texte aborde l'utilisation des eaux non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usées épurées. Ce n'est plus un bonus écologique, c'est une nécessité. L'image qui me vient, c'est l'étudiant en plein partiel qui n'a plus de feuilles blanches. Il est obligé de récupérer ses vieux brouillons raturés pour écrire son essai. C'est une bonne analogie. Mais dans notre cas, la loi est comme un professeur ultramaniaque qui exige que la feuille soit chimiquement immaculée. Les règles sanitaires sont draconiennes, j'imagine. On peut pas juste arroser un champ de blé avec les égouts de la ville. Surtout pas. C'est interdit de façon catégorique pour l'eau potable ou pour laver des cuves alimentaires. La ligne rouge, c'est la santé publique. Parce qu'une crise sanitaire détruirait toute confiance dans cette économie du recyclage. Exactement. Donc on l'utilise surtout pour arroser des terrains de golf ou refroidir des machines industrielles. D'accord. Et l'autre joker technologique face à la pénurie, c'est le dessalement de l'eau de mer. Et là, on repense aux concessions de 30 ans. Oui, ce sont de gigantesques usines gérées par le privé. Mais j'ai une vraie inquiétude philosophique ici. Si on autorise des multinationales à filtrer l'océan, on ne risque pas une marchandisation de l'eau. La mer appartiendrait aux plus offrants. C'est un risque majeur que le législateur a anticipé. Il y a une clause de retour automatique dans chaque contrat de concession. Attends, ça fonctionne comment concrètement? Le privé amène ses millions, construit une usine de pointe et exploite l'eau pour se rentabiliser. Mais à la fin du contrat, la totalité de l'infrastructure redevient gratuitement la propriété de l'État. Ah d'accord. Donc l'entreprise n'est qu'un prestataire de service, elle ne possède jamais la mer. C'est ça. Sauf que, comme tu l'as souligné, 30 ans, c'est hyper long. Bah oui, pendant 3 décennies, un acteur privé détient le monopole de l'eau d'une ville. S'il y a une grosse canicule, le rapport de force est complètement asymétrique. Et c'est pour neutraliser ce déséquilibre que le texte intègre un véritable bouton d'arrêt d'urgence, la déclaration de l'état de pénurie d'eau. Ah, et qu'est-ce que ce bouton panique déclenche exactement en droit? Une suspension immédiate des droits acquis. Si une sécheresse menace les réserves, l'État peut déclarer cet état de pénurie. Et les beaux contrats de concession perdent leur valeur. Ils perdent leur sacralité, oui. L'État peut suspendre les prélèvements de l'agriculture ou de l'industrie sans compensation immédiate. Waouh! Donc une énorme usine d'embouteillage pourrait recevoir l'ordre de couper ses pompes du jour au lendemain, juste pour laisser l'eau alimenter les robinets de la ville. Exactement. L'approvisionnement en eau potable devient la priorité absolue qui écrase tout le reste. C'est fascinant comme concept pour un étudiant. L'urgence biologique pure désintègre littéralement le droit économique et commercial. C'est la fonction ultime du droit de l'environnement, empêcher le chaos social. Sans ça, ce serait la loi du plus riche. Je vois tout à fait. Bon, sur le papier du journal officiel, le plan est parfait, avec ce bouton d'urgence. Mais redescendons sur Terre. Face à la nature humaine, tu veux dire? Voilà. Si mon verger meurt de soif et me pousse vers la faillite, l'instinct de survie va prendre le dessus. Je vais engager quelqu'un au marché noir pour creuser un puits illégal en pleine nuit. Comment la loi gère cette triche? Elle la gère par la coercition pure. Le législateur a créé une véritable police de l'eau. C'est un nom qui fait un peu sourire au début. On imagine des inspecteurs en imperméable avec une loupe devant une flaque.
Oui, mais ce sont des agents assermentés qui ne font pas rire du tout, hein. Ils peuvent pénétrer sur des propriétés privées, perquisitionner et saisir le matériel de forage. Ah oui, c'est du sérieux. Et au niveau des sanctions, ça donne quoi? On parle d'amendes allant jusqu'à 50 000 dirhams, doublées en cas de récidive, et même des peines de prison. Jusqu'à 1 an ferme pour destruction d'ouvrages hydrauliques, c'est ça? Mais, et c'est là que je fais l'avocat du diable, si une grande exploitation gagne des millions, elle pourrait voir une amende de 50 000 dirhams comme une simple taxe de fonctionnement, non? C'est une analyse très cynique que beaucoup faisaient, mais le droit a prévu une arme de destruction majeure contre cette rationalité économique. Et c'est quoi cette arme? C'est l'obligation de remise en état des lieux aux frais exclusifs du fraudeur. Attends, soyons clairs, le gars paye une fortune au marché noir pour son puits illégal. La police débarque, il paie l'amende, on lui confisque ses foreuses, et en plus de ça, En plus de ça, la justice l'oblige à signer un chèque à une entreprise spécialisée pour venir couler du béton armé dans son propre puits pour le boucher. c'est la double ou la triple peine en fait. C'est brillant parce que ça ruine complètement le retour sur investissement de la triche. Exactement. Le message est fort, hein. Pomper illégalement, c'est amputer l'avenir écologique de la région. Ça exige une réparation physique immédiate. Quand on prend de recul sur toutes ces pièces du puzzle, la perspective est saisissante. On a démarré avec le seau d'eau de pluie et on découvre une ingénierie de survie ahurissante. L'État orchestre la danse entre les droits coutumiers, les concessions industrielles, le filet de sécurité du dessalement et lâche une police armée de béton pour étouffer la fraude. Ça illustre parfaitement pour nos étudiants pourquoi le droit de l'environnement est devenu le cœur de la gouvernance moderne. C'est le mode d'emploi du monde de demain face à la rareté. C'est le défi de structurer juridiquement notre résilience face aux limites de la planète, tout à fait. Et ce combat va s'intensifier. Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion un peu provocatrice pour clore notre deep dive aujourd'hui. Je t'écoute. On vient de voir que la loi protège l'eau comme un bien public géré par l'État. Mais est-ce que le stade ultime de l'évolution juridique face à la sécheresse, ce ne serait pas d'accorder carrément la personnalité juridique aux fleuves et aux bassins eux-mêmes? Ah, tu veux dire donner des droits fondamentaux à la nature elle-même? Exactement. Imagine un futur où un fleuve asséché ou une nappe polluée aurait la capacité de se porter partie civile au tribunal. Représenté par ses propres avocats pour attaquer la multinationale qui le détruit. Voilà. Pas comme un objet volé à l'État, mais comme une entité vivante défendant son propre droit à exister. Ça bousculerait absolument toutes les certitudes du droit moderne. C'est une perspective vraiment puissante. C'est de quoi nourrir les discussions en fin de journée et une belle idée à garder en tête la prochaine fois qu'on croisera le lit craquelé d'un cours d'eau. Merci de m'avoir accompagné pour ce décryptage passionnant. Merci à toi, c'était un plaisir.